All rise. Veuillez vous lever. The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good morning to everyone. Le juge président, bonjour à tous. Here we are again in this. Nous commençons notre nouvelle année et nous allons poursuivre notre procès. Avant de faire entrer le témoin, et c'est le dernier témoin de l'accusation, To say that in preparation, je voudrais vous informer que, en vue de la discussion que nous allons avoir s'agissant de la requête au fin de déposer un mémoire amicus curiae qui a été annoncé hier, ou plus précisément il y a 2 jours par voie de courriel, je fais référence à l'écriture 1093. Je vous ai vu vous lever, Maître Bougnon. Permettez-moi de finir d'abord et je vous donnerai la parole. Donc, nous ordonnons au greffe de reclassifier comme public l'écriture numéro 1093 et 1094 ainsi que les annexes y afférentes. Maître Bougnon. Président, je n'ai pas la traduction. I don't know why. Le président, je ne sais pas pourquoi. Je vais demander à la greffière de bien vouloir s'occuper de vous. Can it be that you have forgotten? Est-ce qu'il se peut que vous ayez oublié comment vous servir de la console? The keyboard. Maître Bouillon? Le président, Maître Bougnon, est-ce que ça marche maintenant? Monsieur le Président, ça ne marche pas toujours, mais j'ai interverti avec mon collègue. J'étais obligé de prendre le casque de mon collègue pour pouvoir avoir la traduction. So it's a matter of non-function of your. Donc le problème, c'est votre casque à vous. So I was advised by the court officer. La greffière d'audience vient de me dire qu'il y a un technicien qui va venir régler le problème. Maître Bougnon, est-ce que nous pouvons poursuivre? Okay, thank you very much. Très bien, je vous remercie. Je crois qu'il convient maintenant de faire entrer dans le prétoire le nouveau témoin. Les représentants légaux des victimes ont demandé à être autorisés à interroger ce témoin. Cette requête
intervient dans le cadre de leur fonction de représentation légale. Nous vous faisons droit à cette requête et je demande à l'huissière de bien vouloir faire entrer le témoin. Merci. Bonjour, Madame le témoin. Before starting the Avant de commencer votre interrogatoire par les parties, nous avons quelques questions préliminaires à régler. Premièrement, nous vous demandons de décliner votre identité. Je vous demanderai donc de nous donner votre nom complet, votre date et lieu de naissance. Président, je suis Hélène Yapo-Été, née le 6 juillet 1958 à Abidjan, Côte d'Ivoire. Voilà. Thank you. Je vous remercie. Vous êtes médecin, c'est cela? Oh, this is your specialization. C'est votre spécialité. Président. You are. Since when are you? Depuis quand est-ce que vous êtes médecin légiste? J'ai 11. And you are still doing this job. Et vous exercez toujours cette fonction aujourd'hui? A recommendation? J'ai une recommandation d'ordre linguistique à vous faire. Vous aurez compris que je m'adresse à vous en anglais et vous allez répondre en français. Plus tard, vous serez interrogé soit en anglais, soit en français. Et c'est pourquoi nous devons nous assurer de bien nous comprendre. C'est pourquoi nous avons des interprètes avec nous. Et pour que ces interprètes puissent faire leur travail correctement, nous devons parler lentement. Parce que l'interprétation doit être exhaustive et non pas un résumé de ce que nous disons. Je vous demanderai donc de parler lentement, surtout lorsque vous serez interrogé en français. Parce que votre réaction spontanée serait de répondre immédiatement. Je vous demanderai de marquer une courte pause, puis de répondre. Est-ce que cela est clair? Si je vous fais un signe de la main, c'est simplement pour vous indiquer que vous devrez ralentir. Parce que les interprètes se plaindront sinon. Nous en arrivons maintenant à votre déposition. Vous n'êtes pas sans savoir que cette chambre a été constituée afin de connaître de l'affaire le procureur contre messieurs Bagbo et Blégoudé. Vous êtes ici en qualité d'expert, de témoin expert, afin de témoigner comme d'autres l'ont fait avant vous, pour nous aider dans notre quête de la vérité.
Il vous sera posé des questions par les avocats, d'abord par le bureau du procureur, ensuite par les représentants légaux des victimes, et enfin par les avocats de la défense de messieurs Blégoudet et Gbagbo. Vous êtes tenu de dire la vérité lorsque vous répondez aux questions en vous fondant sur votre expertise. Si à un moment ou un autre, vous avez quelques préoccupations que ce soit, n'hésitez pas à me le faire savoir et nous essaierons de réagir en conséquence. Est-ce que tout cela est clair? Monsieur le Président. As I said, Comme je l'ai dit précédemment, en tant que témoin, vous êtes tenu de dire la vérité. C'est pourquoi, avant de commencer votre déposition, before we start the questioning, avant de commencer votre interrogatoire, les textes de cette cour exigent que vous preniez un engagement solennel. Je vous demanderai de lire la formule qui se trouve devant vous maintenant, à voix haute. Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. thank you very much. Merci infiniment. Dernière consigne maintenant. Ne pas dire la vérité est une infraction devant cette cour et par conséquent, ne pas dire la vérité peut donner lieu à des sanctions. Si vous êtes prête, je vais donner la parole au représentant de l'accusation afin qu'il puisse vous interroger. C'est M. Garcia qui va vous interroger, je crois. Thank you, Your Honors. Good morning. Monsieur Garcia, merci, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges. Je voudrais demander l'autorisation de la Chambre afin que je puisse remettre aux témoins un classeur qui contient les documents. Le Président, oui, bien sûr, le classeur. Que contient ce classeur, Monsieur Garcia? C'est une liste de pièces susceptibles d'être exploitées lors de l'interrogatoire de ce témoin. Le Président, bien. Intervention hors microphone. Mr. Garcia will guide you. Le Président, Monsieur Garcia va vous guider quant à l'utilisation de ce classeur et au moment opportun pour l'utiliser. Pour le moment, contentez-vous d'écouter les questions et s'il faut faire référence à ce classeur, Monsieur Garcia vous indiquera l'intercalaire pertinent. Merci. Monsieur Garcia. Monsieur Garcia, merci Monsieur le Président. Alors, je m'appelle Lucio Garcia. On a déjà eu l'occasion de se rencontrer lundi. J'ai l'intention de vous poser des questions pour l'accusation. Et la seule chose que je voulais vous dire avant d'entamer mes questions, c'est simplement si vous avez de la difficulté à comprendre une de mes questions, vous avez un quelconque autre problème, n'hésitez pas à me le dire et comme ça, je vais répéter la question, reformuler. Ça va? Également, vous avez devant vous la liste des éléments de preuve qu'on a peut-être l'intention d'aborder avec vous. Ce sont des documents. Il y a des onglets et je vais évidemment faire référence à chaque onglet lorsqu'il sera question d'un document en particulier. Ça va? Et également, vous allez pouvoir visionner le document sur l'écran qui est devant vous en même temps. Ça va? Alors, première des choses, je vais simplement demander à ce qu'on affiche le document 0077-0053 R01. C'est l'onglet 44, Madame la témoin.
Could you please inform us about... La greffière d'audience, pourriez-vous nous indiquer le niveau de confidentialité de ce document, s'il vous plaît? Monsieur Garcia, il peut être affiché publiquement. Alors, Madame la témoin, si vous voyez devant vous, vous avez votre curriculum vitae et je vais simplement reprendre certaines choses qui sont dans le curriculum et par la suite, nous allons soumettre dans le dossier de la Cour. Alors, simplement, si je regarde dans un premier temps les titres, vous êtes professeur titulaire de médecine légale, est-ce que c'est exact? Oui, monsieur. Je suis professeur titulaire de médecine légale. Pourriez-vous nous dire à quelle université également? À l'unité de formation et de recherche sciences médicales de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, Cocody. Et vous êtes professeur depuis combien de temps? Je suis professeur titulaire depuis 2013 à l'université Félix Houphouët-Boigny. Alors, je vois également que vous êtes responsable de matière. Est-ce que vous enseignez des cours en médecine légale? Oui, monsieur. J'enseigne des cours de médecine légale à l'UFR, Unité de formation et de recherche des sciences médicales. Également, si on passe à la rubrique des titres universitaires, je constate que vous avez un diplôme d'université de médecine légale et réparation juridique du dommage corporel. Vous avez suivi pendant 2 ans à l'université de Rennes. Est-ce que c'est exact? Oui, monsieur. Et je vous réfère à la page 0054, c'est la page suivante de votre curriculum. Vous avez également une attestation d'études universitaires de thanatologie et criminalistique également. C'est exact? C'est exact, monsieur. Alors, simplement pour qu'il soit clair, lorsqu'il est question de thanatologie, il est question de quoi au juste? La thanatologie, c'est une matière... Continuez, s'il vous plaît. La thanatologie, c'est une matière qui étudie les circonstances et les causes de la mort d'un individu. Et également, pour en finir avec vos titres universitaires, je constate que vous avez également un certificat d'études spécialisées, CES, de médecine légale et réparation juridique du dommage corporel. En quoi consiste ce CES? Ce CES est une formation d'une durée de 3 ans en thanatologie, en réparation juridique du dommage corporel et en droit médical et déontologie. Alors, merci pour ces réponses, Madame la témoin. Autre question que j'ai pour vous, est-ce que vous avez déjà été déclarée experte, que ce soit auprès des tribunaux en Côte d'Ivoire ou ailleurs? Je suis expert près les tribunaux d'Abidjan, expert en médecine légale et réparation juridique dommages corporels. Vous êtes expert depuis combien de temps auprès des tribunaux? Je suis expert depuis 2009 près les tribunaux. Avez-vous déjà effectué des autopsies judiciaires?
Oui, j'ai effectué des autopsies judiciaires. Alors, je ne vous demanderai pas de nous donner un nombre exact, mais de façon approximative, vous avez effectué combien d'autopsies judiciaires dans votre carrière? De nombreuses autopsies judiciaires, puisque j'exerce depuis 1991 cette discipline. Et donc, j'ai effectué en effet de nombreuses autopsies judiciaires que je ne saurais compter au jour d'aujourd'hui. Merci. Et si je vous pose la question concernant des examens externes, Les examens externes de corps, notamment, font partie de la thanatologie et par conséquent, j'en ai également effectué de nombreux examens externes de corps. et juste pour que ça soit clair dans le dossier, pour qu'on comprenne bien, Madame la témoin, lorsqu'on est expert auprès des tribunaux, ça implique quoi comme fonction? Quand on est expert près les tribunaux, ça explique qu'on est désigné pour des tâches particulières qui relèvent de nos compétences, notamment en matière de thanatologie, pour réaliser des examens de corps, pour réaliser des autopsies judiciaires afin de pouvoir se prononcer sur les circonstances et les causes de survenue des décès des individus. Également, cela implique que l'on peut être requis pour se prononcer sur des constatations en matière de réparation juridique de dommages corporels sur des personnes vivantes, notamment qui ont été violentées. Et dans ce cadre-là, nous sommes également requis, et nous pouvons être requis pour nous prononcer sur des problèmes en responsabilité médicale, notamment pour des fautes médicales faites par nos confrères. Can we go to the Le juge président, est-ce que nous pouvons aller au fond de cette déposition? Parce que jusqu'à présent, tout cela est connu. Thanatos, c'est le décès, c'est la mort en grec. Tout le monde sait cela. Partie de votre témoignage. J'aimerais savoir dans un premier temps si vous avez déjà été réquisitionné par les autorités ivoiriennes pour prendre en charge les actes médico-légaux des victimes ou des corps issus de la crise post-électorale. En effet, j'ai été requise pour effectuer des actes médico-légaux en matière de thanatologie sur toutes les victimes issues de la crise post-électorale. Vous rappelez-vous à combien d'occasions vous avez été réquisitionné? Principalement, quatre fois principalement. Alors, j'aimerais, Madame la témoin, qu'on regarde l'onglet 23, s'il vous plaît. Est-ce qu'on pourrait afficher 0073 1099, s'il vous plaît? May I have the level of confidentiality, please? La greffière d'audience, pourriez-vous nous indiquer le niveau de confidentialité? Monsieur Garcia, public.
Alors, Madame la témoin, s'agit-il d'une des réquisitions que vous avez? Je vois que vous levez la main. Est-ce que vous voulez dire quelque chose? S'il vous plaît, pouvez-vous me répéter l'onglet? C'est l'onglet 23. Alors, je vois que vous avez repéré l'onglet 23. Est-ce que vous avez l'occasion de regarder le document? Est-ce que c'est bien une des réquisitions que vous avez reçues de la part du procureur de la République? En effet, c'est une des réquisitions que nous avons reçues de la part du procureur de la République de l'époque. On voit qu'elle est datée en haut, à droite, du 29 avril 2011. Est-ce qu'il y a eu des réquisitions avant cette date? En effet, avant cette date, il existe une réquisition qui a été rédigée par le procureur, un autre procureur de la République. Your Honor, just to inform the Monsieur Garcia, Monsieur le Président, je tiens à informer la Chambre à cet égard que la réquisition précédente se trouve à l'onglet numéro 1. Elle a fait l'objet d'une divulgation au titre de la l'article 77 avec l'autorisation de la Cour. Je souhaiterais montrer aux témoins ce document. Il s'agit simplement de la première réquisition émanant du gouvernement ivoirien concernant un rapport et les faits visés par qui concerne les 789 victimes. Même s'il aurait dû être divulgué en document incriminant, mais puisque ce document est aussi sur notre liste de preuves et que nous l'avons divulgué nous-mêmes, nous ne nous opposons pas exceptionnellement, mais ce n'est pas un document qui a été divulgué en document incriminant, mais en document règle 77. Donc normalement, il n'aurait pas dû se retrouver sur la liste de notification du bureau du procureur. Merci. Mr. Knopf? Le Président, Maître Knopf, aucune objection, Monsieur le Président. Merci. Le Président, il peut être montré aux témoins, mais je ne pense pas que cela soit important, puisque la réponse est censée être oui, elle a été requise. C'est un document supplémentaire, il n'est pas particulièrement important. Veuillez poursuivre, s'il vous plaît. Monsieur Garcia, merci et merci à ma contradictrice. L'onglet numéro 1. Could we please have an ERN? La greffière d'audience, est-ce que vous pourriez nous indiquer la référence ERN ainsi que le niveau de confidentialité? Monsieur Garcia, oui, certainement. 00010282 et c'est un document public. Alors, Madame la témoin, vous voyez l'onglet numéro 1, vous voyez la réquisition. S'agit-il de la première réquisition que vous avez reçue? En effet, je reconnais qu'il s'agit de la première réquisition que nous avons reçue pour la gestion des victimes de la crise post-électorale. Alors, Madame la témoin, suite à avoir reçu ces réquisitions, qu'est-ce que vous avez fait? Après avoir reçu cette réquisition, nous avons accompli les missions qui sont déclinées ici, notamment, principalement, des autopsies des victimes issues de la crise post-électorale, je dirais des premières victimes notamment. Avez-vous par la suite rédigé un rapport pour justement établir ce que vous avez
les examens ou les autopsies que vous avez effectués? En effet, par la suite, des rapports d'autopsie médico-légales ont été rédigés pour chaque corps, mais auparavant, nous avions rédigé plus tard, un rapport circonstancié pour les victimes, pour la prise en charge de toutes ces victimes qui concernent cette réquisition et la seconde réquisition. D'accord, Madame la témoin, je vais vous demander de regarder l'onglet numéro 14. J'aimerais qu'on affiche ce document, c'est le 0050 0003 publiquement, s'il vous plaît. Alors, Madame la témoin, est-ce que c'est bien le rapport circonstancié dont vous avez fait mention il y a quelques instants? Prenez le temps de le regarder. En effet, il s'agit du rapport circonstancié que nous avons rédigé sur la prise en charge médico-légale des victimes décédées au cours des événements post-électoraux survenus en Côte d'Ivoire, comme le titre l'indique. Et j'aimerais vous amener à la dernière page de ce rapport, la page 0049. Alors, j'ai constaté qu'il n'y a pas de date en tant que telle sur le rapport, mais dans l'avant-dernier paragraphe, on affirme que le rapport circonstancié tient compte des informations recueillies auprès des familles ou des proches jusqu'à ce jour, le 21 avril 2012. Est-ce que l'information est correcte, que le rapport est à jour du 21 avril 2012? En effet, c'est ce que nous avons écrit. Ce rapport va jusqu'à cette date. Et une fois complété, qu'avez-vous fait avec le rapport? Une fois complété, nous avons rendu ce rapport au destinataire qui était le mandataire, donc la justice, le procureur de la République. Alors, Madame la témoin, nous avons l'intention évidemment de soumettre ce rapport dans le dossier de la Cour, mais je vais quand même vous poser certaines questions, clarifications s'il y en a lieu. Brièvement, pouvez-vous nous dire en quoi consiste ce rapport? Ce rapport consiste à décrire toute l'organisation du travail qui nous a permis d'obtenir des résultats à ce moment-là, à savoir nous présenter le cadre de travail dans lequel le travail a été fait, les premiers résultats qui avaient été enregistrés jusqu'à cette date, qui comprenaient non seulement la liste des victimes, mais également tout ce qui avait été fait sur ces victimes et toutes les constatations notamment qui avaient été notées sur ces victimes.
Alors, dans la question cadre de travail, vous avez travaillé avec combien de personnes et à quel endroit? Dans la question cadre de travail, comme médecin légiste, nous avons travaillé avec nos collaborateurs, à savoir essentiellement 4 autres médecins légistes, le docteur Boti Kofi, qui est maintenant professeur agrégé, le docteur Kofi Yao Baudelaire, le docteur Atumbre Ngetia Solange et le docteur Ebois Marc, qui est maintenant maître assistant de médecine légale. Pour ce qui concerne le cadre de travail, nous avons travaillé essentiellement à l'Institut de médecine légale, principalement pour ce qui concerne les autopsies, qui se situe sur le site de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Nous avons également travaillé au sein de la morgue de l'hôpital militaire d'Abidjan, qui se trouve dans un autre quartier de notre commune, la commune d'Abobo principalement. Ensuite, nous avons travaillé également au sein de la morgue du CHU de Trècheville, qui se trouve dans la commune de Trècheville, c'est-à-dire le centre hospitalo-universitaire. Ensuite, nous avons travaillé au sein de la morgue d'Anyama, qui est une commune à la périphérie d'Abidjan. Nous avons également examiné des corps au sein de la morgue de l'hôpital général de Port-Bouët. Nous avons également examiné des corps au sein de la morgue de Daoukro, sur des corps pour lesquels nous avons été réquisitionnés pour le faire, et également au sein de la morgue de Daloa, sur d'autres corps. Voilà ainsi résumé les conditions de travail, les lieux de travail, le cadre de travail surtout, et les collaborateurs avec qui nous avons travaillé. Alors, Madame la témoin, je vous réfère à à la page 0046 de ce document, sous la rubrique synthèse. Alors, vous avez pris en charge combien de cadavres durant la période de travail, la période dont vous avez travaillé? Nous avons pris en charge 789 cadavres issus de ces événements qui nous ont été donc confiés. Est-ce qu'il y a certains de ces cadavres qui ont été exhumés? En effet, certains de ces cadavres ont été exhumés, ont fait l'objet d'une exhumation avant la pratique de l'autopsie. Simplement pour qu'on soit clair sur cette question, vous avez mentionné des morgues privées auparavant dans votre témoignage. Est-ce que les corps se trouvaient tous dans la morgue, dans les morgues privées? Ils étaient acheminés par la suite à votre institut? Est-ce que c'est de la façon qu'on fonctionnait? En effet, pour la plupart de ces corps, ils ont été acheminés à l'Institut de médecine légale, notamment pour ce qui concerne toutes les autopsies médico-légales et pour la plupart des examens médico-légaux, externes notamment. Alors, j'aimerais qu'on aborde les périodes de travail dont vous avez exécuté votre mandat. Et je vous réfère à la page 0007 de votre rapport, sous la rubrique Organisation, déroulement et méthode de travail, le deuxième paragraphe.
Alors, ma question est la suivante. Est-ce que vous avez eu l'occasion de travailler? Quand est-ce que vous avez débuté? On a vu les réquisitions auparavant. Quand est-ce que vous avez débuté justement à prendre en charge de façon médico-légale ces cadavres? Et est-ce que vous avez été interrompu ou est-ce que vous avez pu travailler tout au long de cette période? Nous avons été réquisitionnés pour la première fois, dès le 20 janvier 2011. Les travaux, l'activité, la prise en charge, donc, a débuté le 27 janvier. Elle s'est poursuivie jusqu'au 11 février, comme nous l'avons écrit. Puis, cette prise en charge a été interrompue temporairement du 12 février au 28 avril 2011 en raison du climat d'insécurité qui était lié à la guerre dans la ville d'Abidjan. Nous n'avions pas pu nous rendre sur nos lieux de travail à ce moment-là. Donc, les travaux ont été interrompus à partir du 12, le 12 février, pardon. Merci, Madame la témoin. Alors, durant cette première période de temps que vous avez eu à travailler, pouvez-vous nous dire, si vous vous rappelez évidemment, si c'était essentiellement quel genre de cadavres issus de quel milieu? Est-ce que c'était des civils? Ces cadavres étaient issus des forces de l'ordre et également de populations civiles, essentiellement. Et là, par la suite, vous dites que vous avez été interrompu. Est-ce que vous étiez en mesure d'aller vous rendre à l'Institut de médecine légale, vous, personnellement, lorsque votre travail a été interrompu? Non, monsieur, je n'ai pas pris le risque de m'exposer à ce climat d'insécurité pour me rendre à l'Institut. Alors, vous avez repris le travail, si on peut s'exprimer ainsi, le 28 avril 2011. Pourriez-vous nous dire quelles étaient les conditions dans lesquelles vous avez repris votre travail selon le mandat que vous avez reçu? Nous avons repris exactement le 29 avril, après réception d'une deuxième réquisition qui datait de ce jour-là. Nous avons pu nous rendre, en effet, le climat sécuritaire était moins menaçant. Nous avons pu nous rendre dans nos lieux de travail pour remplir les missions qui nous étaient confiées. Pourriez-vous nous parler de votre charge de travail à ce moment-là, lorsque vous reprenez le travail le 29 avril, en comparaison avec les temps normaux ou avec la première phase de votre travail? Nous savions que la charge de travail s'avérait énorme, puisqu'il y avait de nombreux corps qui nous attendaient. Déjà, ceux de la première période, et dans l'intervalle de temps, d'autres corps se sont ajoutés et nous avions à remplir notre mission de thanatologie pour tous ces corps qui attendaient, et je dirais même dont les familles attendaient pour pouvoir les récupérer, éventuellement faire le travail de deuil. C'est dans ce climat-là que nous avons travaillé. Quand vous parlez des familles qui attendaient, est-ce que
Première des questions, est-ce que c'est vous qui rédigez ou des membres de votre équipe qui rédigez les certificats de décès? En tant que responsable de toute cette équipe médico-légale, je me devais d'assumer mes responsabilités et je recevais ces membres des familles et également j'étais présente en même temps que mes collaborateurs parce que nous avons l'habitude de travailler en dualité, en collégialité. Nous recevions ces familles et je signais les certificats de décès pour celles qui les réclamaient, bien sûr, après avoir eu l'autorisation de le faire. Et simplement pour qu'on ait une petite idée du contexte dans lequel vous avez eu à travailler, vous receviez combien de familles ou de membres de famille par jour qui venaient réclamer ou demander des certificats de décès? Dès que nous avons eu l'autorisation de remettre ces corps aux familles, enfin les certificats de décès, pas de remettre les corps, mais de pouvoir remettre les documents qui sont les certificats de décès qui leur permettaient d'inhumer le corps de leurs défunts, nous pouvions recevoir environ 20 à 30 familles par jour. Alors, Madame la témoin, ceci m'amène à la question concernant la méthode de travail que vous avez adoptée durant votre mandat. Et je vous réfère à la page 007 de votre rapport circonstancié. Alors, pouvez-vous nous expliquer comment vous avez, je comprends que vous avez produit des rapports médicaux de façon générale, mais quel genre de rapports médicaux avez-vous émis durant cette période de temps? Je ne saurais vous dire combien de rapports médicaux légaux que nous avions émis, mais il s'agissait de rapports qui correspondaient exactement à l'acte médico-légal et aux constatations que nous avions effectuées. Alors, si je regarde la page 007, sous la rubrique « La méthode de travail a consisté à », il est question d'autopsie médico-légale, d'une fiche pour l'autopsie médico-légale et exhumation, et une autre fiche pour l'examen médico-légal externe détaillé. Alors, en ce qui concerne l'autopsie, je n'ai pas besoin d'explication, mais pourriez-vous nous parler de cette fiche pour l'examen médico-légal externe détaillé? L'examen médico-légal externe détaillé est un acte également de thanatologie pour ce qui concerne un cadavre. Et c'est un examen qui permet de recueillir des informations à partir d'une observation directe également, mais pour tout ce qui concerne l'aspect externe du cadavre. Donc, ces fiches qui ont été élaborées étaient nécessaires pour enregistrer le maximum d'informations à partir de l'examen externe médico-légal. J'aimerais vous faire référence, Madame le témoin, à votre rapport à la page 0048. Dernier paragraphe. Et vous mentionnez, deuxième phrase, nous avions opté pour cet acte médico-légal pour des raisons de diligence.
d'une part parce que les familles des victimes réclamaient les corps et les certificats de décès avec l'appui des autorités judiciaires requérantes, et d'autre part parce que les morgues gérées par les pompes funèbres privées n'avaient plus de capacité d'accueil et étaient fortement gênées par les odeurs de putréfaction des corps. Je veux simplement m'assurer qu'on parle effectivement de la rédaction de ces fiches dont vous avez parlé initialement. C'est exact? Oui, monsieur, c'est exact. Alors, je veux simplement que ce soit également clair au dossier. Dans des circonstances normales, Madame la témoin, comment est-ce que vous auriez fonctionné lorsque vous avez reçu, hors la crise post-électorale, disons avant la crise post-électorale, comment est-ce que vous fonctionniez exactement lorsqu'un corps vous était acheminé? Nous fonctionnons selon la mission qui nous est confiée. S'il s'agit de faire un examen externe de cadavre, nous le faisons. S'il s'agit de faire une autopsie médico-légale, nous prenons le temps de la réaliser et éventuellement de compléter cette autopsie par des examens complémentaires si c'était nécessaire. Donc, dans des conditions normales, s'il s'agit d'un examen médico-légal externe, nous le faisons. S'il s'agit d'une autopsie médico-légale, nous également réalisons ce travail, cette autopsie médico-légale. Et pour être plus précis, Madame la témoin, est-ce que vous auriez rédigé ces fiches d'examen externe détaillé dans des temps normaux? Est-ce que vous auriez ajouté quelque chose d'autre, un autre document, un rapport médical quelconque? Je ne comprends pas très bien. Simplement, ce que je veux savoir, ces fiches dont vous nous parlez, c'est des fiches qui rapportent les détails d'un examen externe détaillé. Est-ce qu'il y a un rapport médical légal qui accompagne ces fiches normalement? Évidemment, ces fiches d'examen médico-légal, ce sont des fiches que nous avons conçues pour recueillir au moment de l'examen un maximum d'informations, puisque nous travaillons en dualité d'experts, un maximum d'informations. Il s'agit de fiches personnelles, de notes personnelles, qui seront transcrites secondairement sur un rapport médico-légal externe ou un rapport d'autopsie médico-légale. Alors, je veux simplement, à ce stade-ci, vous montrer une fiche. Vous allez me dire simplement pour confirmer si c'est le genre de fiche que vous aviez eu à remplir à l'époque. Et on va retourner à votre rapport circonstancié. Si on pouvait si on peut visualiser ou mettre à l'écran le 0073 10 80 10, c'est l'onglet numéro 20 pour vous, Madame la témoin, de façon publique. Pardon, confidentiel pour ce document. Confidentiel. Alors, Madame la témoin, lorsque vous parlez de fiches, est-ce qu'il s'agit d'un exemple de fiche que vous avez eu à dresser à l'époque? Oui, il s'agit bien de Monsieur cette... le Président ? Le Président, oui. Mais la question, c'était de savoir si c'est une type de fiche que le témoin, donc personnellement, aurait eu à remplir pendant la crise. Et la fiche qui est montrée au témoin, le nom du médecin légiste, c'est le docteur Botti et non pas le témoin. Donc il faudrait préciser la question au témoin au vu du document qui lui est montré, puisque ce n'est pas un document établi de ce qu'on voit par le témoin. Okay. Le Président, oui, bien sûr, je comprends bien. Enfin, j'entends bien.
mais la question n'était pas qui l'a rédigé. Cela dit, il s'agit d'un document similaire à ceux qui ont été conçus pour le même exercice. Réponse, oui, et je tiens à dire que le témoin a bien dit que le témoin travaillait en dualité. Le président ne rappelait rien au témoin, s'il vous plaît, et poursuivez. C'est le genre de fiche que vous avez rempli à l'époque. Question que j'ai à vous poser concernant ces fiches. Nous allons aborder cette question lorsqu'on va regarder certaines fiches avec vous. Est-ce que cette fiche, l'objectif est à démontrer ou à indiquer une cause de décès ou simplement à faire le constat ou établir les blessures qu'on constate sur le cadavre ou le corps que vous avez examiné? Cette fiche, évidemment, consiste à donner une description détaillée externe, donc à relater des constatations médico-légales externes que nous faisions à ce moment-là. Il ne s'agissait pas de donner la cause de décès, je dirais même la cause exacte du décès. Alors, étant donné qu'on est sur ce point-là, pour effectivement donner la cause exacte de décès, vous auriez besoin de quoi au juste? An autopsy, probably. Autopsie, sans doute. Réponse. Je sais que cela paraît peut-être être très évident, mais je dois passer par toutes les étapes. Le président, oui, enfin, c'est quand même très évident. Réponse, oui, mais je veux vraiment bien passer toutes les étapes afin que tout soit parfaitement clair avant le contre-interrogatoire. Donc, Madame le témoin, s'il vous plaît, répondez. Si vous permettez, Monsieur le Président, j'ai parlé de description de nos constatations et également de déterminer l'origine éventuelle des plaies que nous constations. Il ne s'agit pas là de donner la cause exacte du décès. La cause exacte du décès, elle n'est donnée qu'après l'autopsie médico-légale qui peut être assortie ou non d'autres examens complémentaires. This is absolutely clear. Le président, c'est parfaitement clair. Madame la témoin, ces fiches que vous aviez à remplir sur les examens externes détaillés, est-ce que c'était ces fiches-là qu'on pouvait acheminer ou est-ce que c'est les rapports que vous avez rédigés par la suite? Quels sont les rapports qui sont transmis normalement aux autorités? Ces fiches-là, je le dis une nouvelle fois, sont des fiches personnelles qui nous permettaient de recueillir un maximum d'informations au moment où nous procédions aux examens externes. Ensuite, nous nous réunissions, notamment les 2 médecins qui avaient constaté, pour statuer sur les conclusions relatives et ces conclusions étaient notées sur ces fiches, comme on l'a dit. Ce qui était remis officiellement aux autorités mandantes, c'était des rapports d'examen externes. Merci, Madame la témoin. Alors, maintenant, je vais vous référer plutôt à la partie synthèse de votre rapport. Je n'ai pas l'intention d'aborder les tableaux que vous avez inclus dans votre rapport circonstanciel. Le document va être soumis dans le dossier de la Cour, mais j'aimerais simplement passer en revue avec vous certains éléments de votre synthèse. Alors, je fais référence à la page 0050. 0046. Alors, essentiellement sous la rubrique « Identification des victimes ». Pourriez-vous nous dire ou nous expliquer brièvement,
lorsqu'on a regardé ce dernier document, la première fiche, on a vu qu'il y avait de l'information concernant l'identification de la personne. Comment est-ce que vous avez procédé à identifier ces cadavres? Comment ça se déroulait à l'époque? En fait, l'identification de ces corps n'a pas été faite par nous-mêmes. L'identification de ces corps a été faite de façon visuelle. Il s'agissait d'une identification visuelle par les membres de la famille. Nous avons procédé aux techniques d'identification à partir des dossiers des morgues que nous recevions qui accompagnaient chaque corps. Chaque corps avait un dossier de morgue que nous comparions les données dans ce dossier, notamment pour ce qui concerne le numéro d'enregistrement à la morgue, au bracelet d'identité qui accompagnait le corps. Et c'est ainsi que nous relevions dans la partie identité sur les fiches d'examen externe le nom, la date de décès ou d'entrée à la morgue éventuellement, et par la suite, nous reportions des éléments d'identification que nous-mêmes contrôlions, à savoir la taille, à savoir le type de personne, mélanoderme ou pas, à savoir également les vêtements que ces personnes portaient. Voilà notre partie identification, les démarches que nous avons entreprises pour l'identification de ces corps initiales pour ce qui concerne nos fiches. Simplement pour que ce soit clair, lorsque le corps vous était acheminé à votre institut de médecine légale, est-ce qu'il y avait déjà une fiche qui l'accompagnait, une fiche de la morgue? En effet, une fiche de la morgue avec quelques renseignements accompagnait chaque corps. Est-ce que ces fiches de la morgue portaient des numéros? En effet, ces fiches de morgue portaient des numéros d'enregistrement de la morgue. Et vous, lorsque le corps entrait à l'Institut, est-ce que vous donniez un autre numéro de l'Institut pour l'enregistrer, le corps? Oui, nous avions également, pour la traçabilité, donné un numéro à chaque corps, numéro qui était enregistré dans un registre et également que l'on reliait au numéro de la morgue qui était affiché pour des raisons de traçabilité. Et dans les circonstances, Madame la témoin, que le corps arrivait, mais sans bracelet ou sans dossier de morgue, que se passait-il dans ces circonstances? En effet, dans les circonstances où il n'y avait pas de bracelet, ou éventuellement que le bracelet était illisible, nous relevions uniquement le numéro de morgue qui se retrouvait dans le dossier de morgue. Donc, nous ne faisions pas de comparaison avec le bracelet d'identité que portait le cadavre, puisque nous ne pouvions le faire. Nous relevions le numéro du dossier de la morgue qui accompagnait le corps. Et lorsque cette personne arrivait ou le cadavre arrivait en tant qu'inconnu, est-ce qu'il arrivait par la suite dans des circonstances où vous arriviez à l'identifier, le cadavre? Je dirais non, puisque nous n'avons pas procédé à ce type d'activité. Nous relevions simplement sur nos fiches qu'il s'agissait d'un inconnu, en relevant le sexe quand on le pouvait.
Et lorsque les membres de famille ou amis arrivaient pour réclamer justement ou demander le certificat de décès, est-ce que vous receviez de l'information par rapport à l'identification de certains cadavres à ce moment-là? Je dirais que de la part que nous avons reçu d'abord les familles après, et que de la part de ces familles, nous n'avions pas beaucoup de renseignements, même si on leur posait la question. Par contre, ces familles venaient avec un numéro de morgue qui leur avait été donné après une identification visuelle à laquelle ils avaient procédé à la morgue, au sein de la morgue. Donc, ces familles arrivaient déjà avec un numéro de morgue et nous faisions la traçabilité à partir des numéros de morgue que nous avions également relevés et que nous avions mis en accord avec nos propres numérotations. Alors, simplement pour que ce soit clair, lorsque les familles arrivaient avec un numéro de morgue et un nom, est-ce que vous arriviez, vous, à identifier le cadavre, à mettre un nom sur ces inconnus? Oui, on mettait, on en rajoutait, en laissant bien sûr, ou peut-être en barrant, on rajoutait à côté de inconnu qui était rayé ou pas, le nom qui nous avait été donné par la famille qui venait récupérer le corps et qui correspondait bien sûr à notre fiche qui portait le même numéro de morgue. Merci, Madame la témoin. J'aimerais maintenant faire référence à votre rapport à la page 0047 sous la rubrique « Lieu de survenue de décès ou de découverte des corps ». Alors, nous avons constaté que dans les fiches, il y avait également une section concernant l'endroit du décès. Pourriez-vous nous expliquer brièvement à la Cour comment vous avez obtenu cette information concernant le lieu de décès et les circonstances? Le lieu de décès avait été obtenu essentiellement à partir du dossier morgue que nous recevions dès le départ et nous le notions. Ce lieu était noté sur le dossier morgue qui était également accompagné d'une réquisition qui notait également qui relevait également le lieu où le corps avait été ramassé, enlevé. Et c'est à partir de là que nous notions le lieu. Et maintenant, Madame la témoin, j'aimerais ça qu'on regarde également dans la section de la synthèse la rubrique lésions constatées à la page 0049. Alors, nous avons votre rapport, évidemment. Pourriez-vous nous dire brièvement ce que vous avez constaté de par la prise en charge de ces 789 cadavres? À partir de nos constatations, nous avons établi ce qu'on appelle la forme médico-légale de la mort, c'est-à-dire, s'agit-il d'une mort violente, d'une mort traumatique, d'une mort naturelle ou pas. Nous avions ainsi pu classer, en fonction de nos constatations, ces morts en mort violente dans 647 cas sur les 789 cas observés, soit 82%.
parmi lesquels nous avions noté 590 cas, soit 91,2% de lésions traumatiques. Nous classions également dans ces morts violentes les traces de brûlures thermiques et également la notion d'asphyxie mécanique. Nous avions également une autre forme médico-légale de la mort, il s'agissait de la mort indéterminée, c'est-à-dire pour des cas où nos constatations externes n'ont pas pu relever de lésions pour pouvoir les classer dans un type et qui ne pouvaient être classés que dans ce cadre-là, dans ce groupe de morts indéterminés. Pour ce qui concerne l'origine des lésions traumatiques, à partir de nos constatations également, nous avons mis en tête les projectiles d'armes à feu, notamment 373 sur 590, soit 63,2%. Les armes blanches également, les traumatismes relevant des armes blanches dans 79 cas. Et dans 24,5%, soit à peu près 129 cas, il ne nous avait pas été possible de déterminer l'origine des lésions traumatiques que nous avons constatées à ce moment-là. Merci, Madame le témoin. C'est en fait pour mes questions concernant ce rapport. Now that you finished with this, Le Président, puisque vous en avez terminé avec ce rapport, j'aurais quelques questions à poser sur ce rapport, justement. Premièrement, je ne peux pas trouver de date concernant ce rapport. Est-ce que vous pouvez nous dire quand ce rapport a été rédigé? Ce rapport a été rédigé, Monsieur le Président, au jour du 21 avril 2012. Et c'est un peu délibérément que nous n'avions pas mis la date parce que c'était à ce jour-là que nous avions pu rédiger ce rapport-là, tout en sachant que d'autres missions arrivaient. Le juge président, j'aurais une autre question à vous poser. Vous avez dit, et je fais référence à la page 13, ligne 7 à 10, et à la page 15, lignes 14 et 15, et vous l'avez répété à d'autres occasions également, le rapport lui-même est intitulé « Victimes qui ont trouvé la mort pendant la crise post-électorale ou qui sont mortes lors des événements ». J'ai deux questions à vous poser. À quel événement précis est-ce que vous faites référence et qui a identifié ces victimes comme étant victimes des violences post-électorales? Qui vous a dit qu'il s'agissait de victimes de la crise post-électorale? Est-ce que c'est vous qui l'avez établi vous-même ou est-ce que ces informations vous ont été présentées? Comment est-ce que vous avez pris connaissance de cela? Nous n'avons pas décidé que ces victimes étaient issues de la crise post-électorale. Nous avons pu le dire à partir des réquisitions des autorités que nous avions reçues qui indiquaient également l'endroit où ces corps étaient et qui pouvaient être mis à notre disposition pour pouvoir réaliser ces actes médico-légaux. Ce sont donc les autorités qui vous ont dit qu'il s'agissait de cadavres de victimes issues de la crise post-électorale et où elles ont trouvé la mort. En effet, cette information
se retrouvent dans les réquisitions qui ont été faites, mais pas notamment où elles ont trouvé la mort, mais dans quel cadre elles ont été tuées et également où se retrouvaient les corps. Thank you, Ms. Je vous remercie, Madame le témoin. Monsieur Garcia. Alors, Madame la témoin, je vais vous amener à l'onglet 43. Could we please have an La greffière d'audience, est-ce que vous pourriez nous donner la référence ERN et nous indiquer le niveau de confidentialité, s'il vous plaît? 9 et c'est public. Alors, simplement, Madame la témoin, vous reconnaissez, vous voyez devant vous, c'est une lettre de mission que vous avez reçue du bureau du procureur, c'est exact? Oui, monsieur, c'est exact. Elle date du 9 janvier. Pourriez-vous nous dire brièvement en quoi elle consistait? Well, we can read what it's. Le président, nous pouvons lire cela à l'écran. Vous présenterez donc ce document et nous saurons de quoi il s'agit. Monsieur Garcia, bien, Monsieur le Président. Faire regarder ce document, c'est parce que mes questions sont reliées à cette lettre de mission du bureau du procureur, Madame la témoin. Alors, on va y aller directement. J'aimerais dans un premier temps qu'on regarde l'onglet 20, confidentiel, 0073 10 90. Alors, Madame la témoin, je n'ai pas l'intention, je vais vous poser certaines questions pour cette première fiche d'examen, des questions d'information, afin qu'on puisse comprendre les autres fiches d'examen que j'ai l'intention de regarder avec vous. Mais les questions les plus détaillées vont être sur cette première fiche et par la suite, je vais poser des questions précises s'il y a lieu sur les autres. C'est pour que vous compreniez l'exercice. Alors, première des choses, je vois qu'il y a une mention. C'est le même, évidemment, la même fiche qu'on vous a montrée il y a quelques instants. Il y a une mention REE en haut à gauche du document. Pouvez-vous nous dire en quoi, qu'est-ce que ça signifie au juste? REE signifie rapport d'examen externe. On voit la mention OK également, brièvement. Est-ce que ça voulait dire quelque chose en particulier? Il s'agissait de dire que ce rapport d'examen externe avait été rédigé. Alors, je constate également qu'il y a un numéro de morgue. Je ne vais pas rentrer dans les détails. La date de l'examen, c'est le 20 mai 2011. Et je vois que le médecin légiste, c'est le docteur Bottier. S'agit-il d'un de vos confrères à l'Institut de médecine? En effet, il s'agit d'un de mes collaborateurs et confrères. Vous avez mentionné auparavant dans votre témoignage que le tout se faisait en dualité. Lorsque on constate le nom de Dr Bottier, est-ce que ça veut dire que c'était la seule personne à avoir regardé le cas ou est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui l'ont regardé également en même temps? Non, comme on l'a écrit dans le rapport, nous travaillions en dualité et j'étais la principale responsable. Et donc, avec tous mes médecins, je regardais pour chacun, nous regardions le corps ensemble et nous rédigions, nous signions ensemble le rapport. Il s'agit de notre personnel
raison pour laquelle mon nom n'y figure pas. Mais ça a été vu ensemble. Merci, Madame la témoin. Je ne vais pas vous demander de vous rappeler des détails pour chacune de ces personnes, étant donné le nombre de cadavres que vous avez vus. Je vais simplement regarder certaines choses. On voit le nom de la personne ici. Je ne vois pas de mention d'inconnu. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que ça signifie le fait que le nom de la personne se trouve inscrite sans qu'il soit question d'inconnu? Cela signifie que cette personne est arrivée dès le départ avec ce nom qui était inscrit sur le dossier de morgue et également sur le bracelet d'identité. Alors, si nous regardons la rubrique commémorative circonstances de survenue de décès, on constate OP du 17-3-11 du COMM IRI BCI. Pouvez-vous nous dire en quoi ça consiste? Cette référence, cette phrase fait référence à une réquisition de police portant le numéro OP du 17-3-2011 issu du commissaire pour COMM IRI-BCI qui mentionnait notamment d'examiner, de conserver les décès à Abobo. Cette fiche se figurait donc dans le rapport, dans le dossier de morgue qui accompagnait ce corps. Sous la même rubrique, on voit l'information, le 17-03-2011 est allé accompagner de sa femme au marché et des obus ont été lancés et je vois décès par la suite. C'est exact. Pouvez-vous nous dire d'où provient cette information? En effet, nous avons recueilli cette information lorsque nous avions reçu le parent proche qui est venu récupérer donc les certificats de décès relatifs à ce corps. Alors, en bas de la page, dans la rubrique conclusion médico-légale, on voit PAAF. En fin de compte, pouvez-vous nous dire ce qu'on voit? Quelle est la mention PAAF? Qu'est-ce que ça signifie au juste? Et les autres mentions? En effet, PAAF signifie plaie par arme à feu, plus, c'est-à-dire accompagné de lésions d'éclat, pour lequel, sur une de ces lésions, avait été retiré un fragment métallique pour fragment métal, donc qui avait été extrait. Et en parenthèse, nous avions noté pour nos notes personnelles, pour nous remémorer ce qui avait été dit sur les circonstances, notamment là-haut, ce qui nous avait été rapporté. On constate également, à la vue de ce document, qu'il y a de l'encre et de couleurs différentes dans le document. Pouvez-vous nous expliquer comment il s'agit? Pour en rouge, nous avions noté, nous avions dit qu'il fallait mettre en rouge des documents que nous recueillons auprès de la morgue pour ces cas-là, et tout ce qui était en bleu et d'écriture même différente, c'était des informations que nous avions recueillies auprès des familles. Quand a posteriori, elles venaient recueillir le certificat de décès, et en noir, toutes nos constatations
qui avait été noté au cours de l'examen externe du corps. Et en rouge, nous avons mis également perforation des vêtements qui étaient des éléments qui nous paraissaient pertinents pendant cet examen médico-légal. Lorsqu'on regarde les pages suivantes, la page 1091 et surtout la page 1092, alors je vais m'attarder sur la page 1092. Qu'est-ce qu'on voit au juste? Sur cette page, nous avons des schémas corporels que nous joignons à l'époque pour aller vite et pour avoir une bonne représentation visuelle de ce que nous constations. Des schémas qui étaient reliés à la fiche externe. Et sur ce schéma, nous constatons sur le second schéma en partant de la gauche qu'il s'agit d'un sujet, sur la face postérieure d'un sujet, d'un homme notamment, sur lequel nous avions relevé des orifices sur l'ensemble de la face postérieure du corps. Qui ont été relevés en rouge ici et numérotés également. Monsieur Garcia, Monsieur le Président, je vois l'heure qu'il est. Le Président, effectivement. Nous allons faire la pause du matin, la toute première de la journée. C'est une pause de 30 minutes, vous pourrez vous reposer. Nous allons donc suspendre l'audience et nous allons reprendre à 11h30. Et c'est le procureur qui poursuivra son interrogatoire. L'audience est donc suspendue. Veuillez vous lever.